Bonjour Pascal, Bonjour, ça va? vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le micro fonctionne, c'est bien. Donc, pour vous, c'est bon, la caméra fonctionne, le micro fonctionne. On attend Madame Rim. Elle est sur stage en fait, Madame Lynn. Vous pouvez juste activer votre micro pour tester et votre caméra, s'il vous plaît. Il nous manque Monsieur Mohamed Yahya du ministère de la Recherche scientifique de la Mauritanie. Donc, on va être nombreux pour cette table ronde. Donc, on va essayer d'être concis pour qu'on puisse faire 2 fois le tour, plus une question ouverte à la fin et répondre à quelques questions. Donc, c'est un challenge en 1 heure. Donc, de toute façon, c'est doctoral, c'est que des challenges. Bonjour Madame Rim, on vous entend, mais on ne vous voit toujours pas. Effectivement, je suis en train de vérifier la caméra. Alors, si jamais je n'arrive pas à temps, si vous pouvez permuter un petit peu pour que je puisse en fait être vue par tout le monde, si vous permettez. Mais sinon, Madame Rim, ce que vous pouvez faire, déconnectez-vous, reconnectez-vous tout en vérifiant les paramètres avant de cliquer rejoindre. D'accord, je vais le faire. On vous attend. D'accord. Une question, Wafa. Oui. Ceux qui sont connectés direct avec nous, c'est juste les lauréats que vous avez sélectionnés. Le grand public qui est en ligne. Exactement, voilà, c'est ça. Le grand public va voir en fait les diffusions live sur les pages LinkedIn et Facebook de Connectinov et de l'AUF. Et en plus, on va préparer donc un guide à la fin qu'on va partager avec tout le monde. Et là, ça va aller au-delà des doctorants, au-delà des universités. Ça va être pour tous les pays, toutes les personnes intéressées. Excellent. Merci. C'est un challenge pour les doctorants parce qu'en 1 semaine, ils sont une trentaine de 4 pays différents, de thématiques différentes pour des projets de thèse. Et ils sont en train de travailler ensemble. Depuis hier, on a commencé à les mettre par groupe de thématiques pour travailler ensemble et présenter les uns les autres. Et par la suite, donc demain, on va sélectionner une dizaine de projets sur les 30 et les autres doctorants vont être membres de ces projets, même si ce n'est pas leur projet de thèse. Et là, ça va être encore un autre challenge pour travailler sur un projet qui n'est pas le leur. Et ceux qui gagnent, c'est le projet qui gagne avec 100 porteurs de projet et ceux qui ont travaillé aussi sur le projet. Alors, je reprends en attendant que Monsieur Mohamed Yahya se connecte. Madame Rim, vous avez toujours un souci avec le micro et la caméra? Effectivement, je me suis reconnectée, pourtant je n'ai pas je ne me vois pas en fait. Essayez depuis votre téléphone. C'est pas grave si ça marche depuis votre téléphone. Vous avez vu les questions, donc on va faire 2 tours, plus une question ouverte. Donc, vous êtes 5. Donc, on va essayer de répondre en 2-3 minutes pour chacune des questions pour pouvoir faire 2 fois le tour. 2 minutes, ça serait top, maximum. Donc, 2 minutes plus la question ouverte et on prend 2-3 questions à la fin. Donc, ça va être millimétré. Alors, Monsieur Yahya, il est là, donc je vais l'inviter sur scène. Bonjour. Bonjour, Monsieur Yahya. Bonjour.
Si c'est possible de garder votre caméra ouverte. Ok. Je sais Ok. qu'apparemment, vous êtes en voiture, mais on va faire… Oui. Ouais. Après, si vous voulez mettre un arrière-plan, ou sinon, c'est pas grave. Hein, le plus Ok. important, c'est que tout le monde participe. Ok, Madame très bien. Elim, on essaye avec votre téléphone. Oui, c'est ce que je suis en train de faire en fait. On n'a pas lancé le live, on attend le go. Dès que tout le monde est prêt. Les doctorants commencent à se connecter. Ils écrivent bonjour. Ah. Madame Lim, vous êtes sur scène avec votre téléphone, je pense. Donc, essayez d'activer votre caméra et micro. Madame Lim, vous êtes là? Ah, parfait. On va enlever l'autre. Très bien, super. On est au complet. Très bien. On attend un petit peu les participants qui se connectent et on démarre dans quelques instants. Amal, on va démarrer dans… Bonjour, Madame Jihen. Votre micro. Bonjour. 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 On est au complet, donc on va attendre 3 minutes et on lance le live et les doctorants se connecteront au fur et à mesure. Je sais que pour la Mauritanie, il est un peu tôt. Il y a un décalage d'1 heure. Oui. Ils n'ont pas changé l'heure? Non, eux, c'est 8 heures maintenant. Ouais. Même chose pour moi. Hein. Ah oui, vous êtes où, Mohamed Yassine, en ce moment? Je suis basé en Angleterre. Donc, D'accord. Alors, je reprends. Donc, je vais vous présenter rapidement et je vais passer aux questions dans l'ordre et on essaye de répondre en 1 minute 30, 2 minutes maximum pour chacune des questions pour pouvoir balayer tous les sujets parce que c'est 2 questions par personne. Vous êtes 5 personnes. Il y a une question ouverte. Il y a les questions. Ils sont très réactifs, les doctorants, cette année. Ils écrivent toutes leurs questions dans le chat. Ils sont preneurs de conseils. Hier, ils ont excellé dans les exercices de travail en équipe. Donc, on est ravis de les avoir avec nous. Donc, je suis sûre qu'à la fin, il y aura plein de questions. Les 4 pays seront représentés par les doctorants aussi. Donc, les 4 pays sont représentés ici au sein du panel, mais aussi par les doctorants. Et cette année, on a eu la chance d'avoir un quota de doctorants presque équivalent entre les 4 pays. Très bien. Et là, je me permets, si tu permets, Wafa, je remercie Allez-y. tous les intervenants qui sont là, d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de partager leur expérience. C'est les partenaires de l'AEF que je remercie. Et je profite pour saluer tous les collègues qui sont soit à Rabat, soit en Mauritanie, soit en Algérie, en Tunisie, parce qu'ils ont fait quand même une belle communication auprès des doctorants pour pouvoir avoir cette belle cohorte qui est cette année excellente. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est Mohamed. Là, je passe le mot à l'équipe technique. On lance le live. Oui, le live, il est lancé. Juste si vous voulez qu'on attende 2 autres petites minutes, le temps que tout le monde soit là, ou on démarre comme vous voulez. On démarre et ils se joindront à nous au fur et à mesure. Donc, je vais démarrer la table ronde. Bonjour à toutes et à tous.
Merci beaucoup d'être là. Merci à nos chers panélistes et à nos chers doctorants. Donc, je suis en compagnie de Madame Jihen Fouzaï, la responsable de projet de l'AUF Afrique du Nord. Donc, c'est un projet, les doctorales de l'AUF 2024, donc mené à bien par Madame Jihen et son équipe et en collaboration avec l'équipe ConnectInnov. Et là, on a le plaisir ce matin d'avoir ce beau panel représenté donc, par différents membres. Je cite Madame Rim Saïd, la directrice générale de la valorisation de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la Tunisie. Je cite Monsieur Mohamed Yahya ou Mohamed Selem, le directeur de la recherche scientifique et de l'innovation du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation de la Mauritanie. Monsieur Mohamed Yassine, qui est le directeur associé de Insight UK, expert en entrepreneuriat et transfert de connaissances qui représente l'Algérie lors de ce panel. On a aussi Monsieur Anas Keteni, qui est le directeur du pôle insertion et entrepreneuriat donc, de UH2C du Maroc. Et on a Monsieur Pascal Chardonnay, attaché de coopération pour la science et la technologie auprès de l'ambassade de France en Tunisie. Merci à tous pour votre présence. Et je ne sais pas, Madame Jihen, je vous passe un petit mot avant d'entamer les questions. Merci à vous, cher Wafa, notre partenaire ConnectInnov, pour cette édition des doctorales de l'entrepreneuriat de la valorisation de la recherche scientifique, qui est un projet de l'AUF Afrique du Nord, que nous menons en étroite collaboration avec des partenaires qui sont représentés ici et qui ont accepté avec beaucoup de plaisir donc de partager leur expérience auprès des doctorants. Je rappelle que l'accord de cette année est composé de 31 doctorantes et doctorants donc, qui sont là pour poursuivre ces doctorales, des formations intensives, des tables rondes, des témoignages, des activités. Donc, l'objectif essentiel, c'est de les booster pour aller vers la création d'entreprises et la création de leur spin-off. Et sans trop tarder, je leur demande d'être très attentifs aux interventions de nos chers panélistes aujourd'hui présents, donc pour essayer de profiter au maximum de leur présence et leur poser toutes les questions. Et je m'arrête là pour le moment, donc je vous repasse la parole pour poser toutes les questions. Merci beaucoup, Madame Jihen. Donc là, il y a de l'écho, s'il vous plaît. Si vous pouvez couper vos micros et les activer à chaque fois que vous devez répondre à une question. Super, merci beaucoup. Donc là, je vais commencer par Madame Rim. Chère Madame Rim, en fait, en Tunisie, depuis l'adoption du Startup Act en 2018, il y a eu un boom de nombreuses initiatives entrepreneuriales dans l'écosystème tunisien. Mais si on se penche côté chercheurs, doctorants, quelles opportunités, au fait, se sont ouvertes depuis et pour les pousser à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, cher Wafa. En fait, pour la Tunisie, l'expérience entrepreneuriale a démarré avant même 2018, mais ça a été formalisé dans un cadre officiel national à travers l'adoption de Startup Act en 2018. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Tunisie, on est bien évidemment aligné avec cette voie commune pour booster chacun de son côté son écosystème pour la création d'entreprises issues de l'écosystème en fait recherche et formation. Alors, ce qui est peut-être nouveau après 2018, c'est qu'au niveau de l'université, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place par l'écosystème formation aux recherches scientifiques. En fait, au niveau de l'université, il y a eu mise en place de ce qu'on a appelé le cadre étudiants entrepreneurs dans les universités. Et c'est un cadre qui a permis, en fait, les étudiants qui ont des initiatives en matière d'entrepreneuriat ou des souhaits et des compétences pour créer des idées aussi pour créer leur entreprise. Donc, le cadre étudiant-entrepreneur a effectivement élargi le spectre de création d'entreprises par les étudiants. Et aussi, dans la même
dans la même vague de création d'entreprises, cette initiative ça a été élargie pour tout l'écosystème enseignement, formation et recherche. Et les pôles entrepreneurs ont été mis en place pour donner de l'appui, de l'assistance et aussi des programmes qui sont mis en place pour les chercheurs, les docteurs, les doctorants, pour créer leur entreprise dans un cadre, je dirais, une forme cadrée et dont l'appui est dédié pour des besoins très spécifiques, très identifiés. Nous sommes actuellement pratiquement à 6 pôles entrepreneurs répartis sur tout le pays, et ce qui permet en fait à tout l'écosystème, que ce soit étudiants, doctorants, docteurs, chercheurs, de s'engager dans ce pôle entrepreneur et bénéficier de tout l'appui nécessaire mis en place. En marge aussi, pas en marge, mais en appui à ce système, il y a beaucoup de programmes qui sont lancés à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont dédiés directement à la création d'entreprises, que ce soit issus des structures de recherche directement, portées par des étudiants, portées par des chercheurs, portées par des enseignants, ou aussi portées par des consortiums pour créer en finalité de ce programme la création d'entreprises. Et en plus de tout ça, l'entrepreneuriat a été intégré dans le cursus académique, dans pas mal d'établissements, pour développer en cette culture entrepreneuriale chez les étudiants universitaires. Très bien, parfait. Donc, tous les ingrédients commencent à être en place vraiment pour encadrer les étudiants, les chercheurs, les doctorants et les pousser petit à petit vers la voie entrepreneuriale. Monsieur Keteni, au Maroc, et le Maroc s'engage actuellement dans une stratégie très ambitieuse pour bâtir un écosystème start-up fort et compétitif. Selon vous, quelle place occupe la transition académique entrepreneuriale dans cette stratégie et comment la transition académique peut-elle aider les étudiants et les doctorants à envisager l'entrepreneuriat comme une autre voie pour l'avenir? Merci Wafa, permettez-moi de remercier l'AUF, Connect Innov et GN. On se donne des rendez-vous comme ça et c'est vraiment un grand plaisir. Je remercie mes collègues qui nous accompagnent autour de ce panel, un rendez-vous important de partage d'expériences qui, j'espère, va avoir des retombées au-delà de ce panel et c'est ça l'objectif. Le mot Connect Innov porte bien son nom, si je peux me permettre. Au Maroc, oui, comme en Tunisie, j'imagine qu'en Algérie et en Mauritanie, on a pris conscience que l'entrepreneuriat n'est plus une option depuis 2011, où on a essayé de démocratiser l'entrepreneuriat au niveau de toutes les spécialités. Pour rappel, l'université Hassan II de Casablanca, où j'ai la chance de diriger le pôle insertion entrepreneuriat au niveau de l'université, qui comporte 142 000 étudiants, 18 établissements, toutes les spécialités confondues, et on leur donne rendez-vous de venir là où je suis ce matin. On peut appeler ça un pré-incubateur, pour ne pas utiliser des mots encore plus forts, pour se retrouver entre toutes spécialités. Alors, l'entrepreneuriat, pourquoi? La question, c'est de se dire pourquoi cette stratégie entrepreneuriale? C'est un vecteur moderne aujourd'hui pour réveiller du bon sens chez les jeunes et de sortir un petit peu du canal classique. Un diplôme, c'est important, les spécialités, c'est important, mais ce n'est pas que. Lorsque on parle entrepreneuriat, déjà, on inverse un petit peu les rôles. Le porteur du projet, le porteur d'idées innovantes, ce sont les jeunes étudiants. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des doctorants, c'est l'élite des universités. C'est la chance qu'on leur donne de dire, maintenant, on vous écoute. On est là pour vous accompagner de votre idée et on devient des facilitateurs pour frayer un chemin le plus long possible. Et autour de ça, on a mis autour de projets Erasmus+, par exemple le projet Salem, qui a mis en place le nouveau statut national étudiant-entrepreneur qui existe de la même façon en Tunisie et au Maroc, qui permet d'accompagner des cohortes. Ces cohortes, on n'est pas très sévère dans la sélection à partir du moment où un étudiant porte une idée innovante. On ne parle pas de prix Nobel, bien sûr, on parle d'une idée à valeur ajoutée
et qui est surtout un étudiant qui est motivé, avec une action volontaire. On sort du cas classique module où il doit avoir des mentions, etc. C'est-à-dire que déjà, lui, il a pris conscience qu'il veut faire autre chose que par rapport à ses études. Et là, on les accompagne en moyenne 6 mois dans l'année. On est à la 6e promotion déjà. On a accompagné quelque chose comme 1700 étudiants entrepreneurs. Et pour ne pas prendre la parole longtemps dans cette première question, juste m'arrêter de dire, notre objectif, c'est pas que tout le monde crée sa start-up. La meilleure start-up qu'on essaie de créer, c'est l'étudiant lui-même entrepreneur. C'est-à-dire qu'il devient avec un nouveau mindset, qui devient responsable. Et croyez-moi, lorsqu'il va passer un entretien d'embauche, ben, son profil est complètement différent par rapport à un étudiant qui restait dans son établissement avec les yeux fermés. Il pense que c'est le centre du monde. C'est une façon de voir, mais ce n'est pas que lorsqu'on sort dans l'activité professionnelle, ben c'est d'autres choses. Donc voilà un petit peu tous les sens qu'on réveille. Et bien sûr, le ministère, l'écosystème, la CGM, c'est-à-dire la Confédération des entreprises, nous soutiennent pour toujours avoir des chefs d'entreprise qui viennent à la rencontre des étudiants pour leur parler engage entreprise. Pourquoi on va commencer par les BABA, pourquoi leur CV ne plaît pas, pourquoi leur entretien n'était pas au rendez-vous. Et on essaie de faire des simulations autour des bootcamps, autour des hackathons, autour d'exercices qui sont pratico-pratiques. Et la résultante, et je vais terminer là-dessus, là où on pensait que c'était juste un jeu, ben pour certains, c'est plus un jeu. Ils me disent non, nous, je veux vraiment créer ma startup. Et alhamdoulilah, nous avons des success stories. On cite toujours Steve Jobs, mais j'ai Mohamed, j'ai Fatiha et Fatima qui ont des projets qui sont juste magnifiques. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir tout à l'heure. Merci. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Anas. C'est vrai que, en fait, les étudiants, les doctorants se révèlent, ils ignorent d'avoir cette compétence, cette capacité, parce que dans leur tête, en fait, c'est un chemin tout tracé, un master, une thèse, peut-être un post-doc par la suite et un poste de professeur. Et là, c'est l'université, le ministère autour, l'écosystème qui mettent en place des parcours, des accompagnements, des formations qui leur ouvrent l'esprit et qui leur montrent aussi qu'il y a d'autres façons et peut-être qu'ils ont des compétences qu'ils ignoraient jusque-là. Donc là, je me tourne vers Monsieur Mohamed Yahya. Alors en Mauritanie, qu'en est-il? C'est quoi les programmes et les mécanismes mis en place par les institutions et les universités mauritaniennes pour renforcer cette culture entrepreneuriale pour les étudiants? Monsieur Mohamed Yahya, votre micro, s'il vous plaît. Okay. Permettez-moi de remercier l'AIF et Connect Innovation pour l'invitation et pour l'appui à nos futurs chercheurs, les doctorants. En Mauritanie, l'expérience est un peu récente, mais quand même, on peut citer quelques structures au niveau de l'université de Nouakchott et il y a aussi des opportunités. Au niveau de l'université de Nouakchott, il y a une direction de partenariat. Elle a des relations avec le milieu social, avec les entreprises, avec les partenaires. Et elle organise, par exemple, l'année passée, ils ont organisé des journées université-entreprise, bien en collaboration avec la Chambre de commerce. Donc, il y a cette direction et il y a un centre d'employabilité qui travaille sur des volets très importants. Tout ce qui est formation, par exemple la communication, marketing, des compétences dans ce sens. Et récemment, il a obtenu un financement de PNID et il y a une plateforme technique où il y a par exemple des imprimantes 3D, il y a des équipements où les étudiants peuvent, par exemple, développer des prototypes, etc. Donc, ça, c'est au niveau de structures existantes.
malheureusement, c'est concentré au niveau de l'université de Nouakchott, mais je pense que la majorité des institutions ont des conventions avec l'université de Nouakchott. Et l'université de Nouakchott, je pense, comprend à peu près 70% des étudiants mauritaniens. Donc c'est, en quelque sorte, c'est raisonnable. Pour les opportunités, on vient d'adopter une loi qui s'appelle Start Act. Et cette loi donne des mesures, donne beaucoup de facilités pour les startups, pour la création des entreprises. Et on est sur la phase des textes d'application. Et je pense que nos discussions vont certainement, disons, avoir un impact sur la préparation de ces textes. Là, c'est une opportunité. Deuxième opportunité, on a un fonds de recherche et d'innovation au niveau de l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation. Et ça aussi, donc, pourrait être utile pour financer quelques projets, quelques prix relatifs à l'innovation. Je pense que ça pourrait être une opportunité. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mohamed Yahya. En effet, la Mauritanie, elle est en cours d'un boom pour l'entrepreneuriat en ce moment, avec plein de programmes et de financement et d'intérêt et d'interaction avec le monde socio-économique. Donc, on serait ravis, tous les partenaires autour de cette table, de partager les expériences de votre part, mais aussi de la part de chacun d'entre nous, pour faire avancer en parallèle tout ce monde d'entrepreneuriat pour tous les doctorants et chercheurs et les étudiants en général. Monsieur Chardonnay, selon votre expérience, quels atouts les doctorants et étudiants nord-africains peuvent-ils exploiter pour réussir dans l'entrepreneuriat, notamment dans un contexte de coopération internationale? Bonjour Wafa, merci à Connectinov, à l'AUF et bonjour à tous les collègues qui sont autour du panel. Alors, moi, je vais d'abord soulever 2 points qui permettent d'éclairer justement les atouts des doctorants et vers quelle voie il faudrait s'engager. Il se trouve que moi, j'ai passé ma thèse en 92, donc j'ai vu l'évolution française, en fait. Donc, le premier point, c'est lié à le lien entre l'entrepreneuriat et le milieu de la recherche. Plus exactement, ce qu'on parle de LMD. Il se trouve que le D, c'est vraiment quelque chose de très différent de la licence et du master. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à la déclaration de la Sorbonne en 98 en France sur le statut de Bologne. Et l'Europe avait pris conscience de son retard dans la compétition liée à l'économie de la connaissance. C'est ça le mot-clé. L'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance, le lien entre le doctorat et les entreprises. Donc, elle a comblé son retard. 98 maintenant, elle a comblé son retard. Et notamment grâce à la formation de grandes universités. Parce qu'en fait, le doctorat, c'est vraiment très différent de la licence et du master parce qu'il est lié au milieu de la recherche. Donc, moi, aux docteurs qui nous écoutent, je leur dirais il faut d'abord cultiver l'excellence scientifique dans leur formation doctorale. Profiter de chaque instant pour s'enrichir. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a, la formation, le docteur doit être pleinement inséré dans une communauté scientifique. Donc, profiter des possibilités de coopération internationale. Nous, il se trouve qu'à l'ambassade de France ici, on a 2 projets de coopération et je vais prendre 2 exemples qui sont très intéressants. C'est le programme Hubert Curien Maghreb. Et il se trouve que récemment, il y avait un comité qui s'est tenu à Brest où on a vu un projet entre l'université Tunis El Manar et l'Institut national des sciences appliquées de Rennes, où une doctorante a soutenu brillamment sa thèse et un brevet a été déposé. Alors, c'était, je vous cite le titre du projet, c'était le développement de capteurs optiques intégrés pour la détection de gaz et de polluants émergents. Donc, en fait, le sujet paraît très technique,
Mais lors de la résolution de ces problématiques, la doctorante a pu, grâce à l'Université El Manar, déposer un projet autour de ce projet. Donc, en fait, c'est une success story, en quelque sorte. Un autre projet qui était plus récent, c'était avec l'Institut Pasteur de Tunis, comment, en cherchant des molécules liées au venin, on a pu trouver de nouvelles molécules cardioprotectrices. Alors là, si vous voulez, dans le milieu thérapeutique, les levées de fonds doivent être plus importantes parce que la maturation technologique des budgets nécessaires est de l'ordre du million d'euros. Donc, vous voyez, d'un côté, un microcapteur mis avec l'école de l'INSA de Rennes qui a pu donner lieu à un brevet et sur des budgets plus légers. Donc, il y a différentes problématiques. Il y a la formation personnelle des doctorants et ensuite le milieu dans lequel ils vont évoluer. Donc, effectivement, moi, je leur dirais, essayez de rechercher des coopérations internationales pour renforcer vos capacités et surtout renforcer votre curiosité. C'est très important. Merci beaucoup, merci. Cher doctorant, j'espère que vous êtes à l'écoute. Et la coopération internationale, donc il y a beaucoup d'opportunités. Et la coopération même entre les différents pays de l'Afrique du Nord ici présents est possible. Donc il y a même la possibilité de faire des consortiums, j'imagine. Donc pour renforcer encore plus les stratégies, le sujet, le brevetage et faire aller de l'avant. Monsieur Yassine, donc vous êtes un expert de transfert de connaissances et en entrepreneuriat. Comment nos pays, après vous pouvez aussi nous parler un peu de l'Algérie, peuvent-ils encourager l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat comme alternative et carrière pour les diplômés? Donc le cas de l'Algérie, mais aussi un peu plus large pour ces différents pays. Tout d'abord, bonjour, merci à Connectinov, à l'AUF pour ces doctorats. C'est toujours un plaisir de faire partie de ce projet. Oui, je vais commencer peut-être par donner peut-être une idée intéressante sur l'entrepreneuriat lié au doctorant. C'est vrai que c'est un peu le doctorat, c'est aussi une entreprise ou une aventure entrepreneuriale, mais peut-être la différence, c'est savoir où s'arrêter. Parce qu'en fait, quand on veut aller vers l'entrepreneuriat, il faut juste s'arrêter où est-ce qu'on doit, disons, avoir un projet qui soit commercialisable. Alors que dans la recherche, il faut aller en profondeur. Donc mais les deux, à mon avis, sont des entreprises entrepreneuriales. Après, en Algérie, c'est vrai qu'on a adopté depuis quelques années une approche systémique à travers, par exemple, au niveau donc du système, l'enseignement supérieur à l'adoption du diplôme start-up. On est aujourd'hui, les chiffres de début 2024, à près de 7000 diplômes start-up, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que les diplômés en master ou en licence ont la possibilité, au lieu de faire disons un mémoire académique, d'aller vers une idée de start-up et ils sont encadrés par, bien évidemment, des professeurs qui ont cette approche méthodologique intéressante. Après, c'est vrai qu'en termes de partenariat, je pense que l'une des initiatives comme l'AUF est très intéressante puisque ça permet effectivement un réseautage au niveau du Maghreb, mais aussi de partage d'expériences. Mais c'est vrai qu'on a à gagner à développer d'autres activités qui sont liées disons, aux actions qui sont coordonnées entre les différentes structures. Après, je pense qu'à ce niveau-là, aussi, l'Algérie a développé pas mal d'événements qui sont intéressants, qui sont portés par le ministère des startups, comme Algeria Startup Challenge, où on a effectivement donc des startups, mais aussi, bien évidemment, des chercheurs qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, où on a des concours, des bootcamps qui regroupent pas mal de chercheurs. Donc, je pense que l'une des manières de dynamiser ce réseau au niveau Maghreb, c'est vraiment par la création d'événements ou de bootcamps qui pourraient regrouper ou ouvrir les candidatures à une large audience. Après, il y a aussi ces dernières années, on voit beaucoup plus de spécialisation, par exemple, comme le fait Connectinov avec un positionnement sur la health tech. Donc, on a aussi ces possibilités-là par événement d'avoir des spécialisations. On voit beaucoup plus d'événements qui sont disons, liés à ça. Après, il y a aussi un dispositif intéressant qui a été développé aussi en Algérie par le ministère des startups. C'est donc les fonds qui sont liés à l'open innovation. Donc, on a aujourd'hui donc des possibilités aux entreprises, au lieu de payer un certain montant aux impôts, de le réinvestir dans l'open innovation. Et là aussi, donc, quand on dit entreprise, c'est-à-dire que ça peut être des entreprises qui sont basées en Algérie, mais qui peuvent avoir
quelques multinationales qui ont une présence au niveau du Maghreb. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'envisageable où on va parler de problématiques qui sont liées, peut-être qui vont démarrer de l'Algérie, mais qui seront aussi applicables au niveau du Maghreb. Donc, voilà un peu les différents, je dirais, leviers. Mais bien évidemment, comme le disait notre ami de Tunisie, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça démarre tout d'abord de la posture du doctorant, ça démarre de lui. Donc, c'est vrai que c'est à lui d'aller chercher l'information, de voir quels sont les leviers qui existent au niveau institutionnel, mais aussi au niveau, je dirais, des structures de recherche auxquelles ils appartiennent, mais aussi à un niveau personnel en créant un réseau et essayer de voir un peu, de découvrir les types de recherches qui se font. Parce que souvent, on a cette idée du chercheur qui se dit « oui, j'ai trouvé la solution miracle », mais dès qu'on commence à chercher ailleurs, on va trouver quelqu'un qui a peut-être pensé à ça, mais qui sera peut-être à un niveau d'avancement avancé ou un peu en arrière. Donc, c'est très intéressant de toujours élargir le champ d'investigation, mais aussi de se connecter au niveau, disons, d'autres chercheurs qui existent dans la région. Merci beaucoup, Mohamed Yassine. C'est très intéressant tout ce qui se passe en Algérie, mais aussi les conseils que vous avez partagés. Donc, Madame Saïd, quels sont les obstacles principaux? Là, rapidement, on va passer aux obstacles, aux astuces pour les doctorants pour laisser un petit moment de questions-réponses à la fin. Donc, quels sont les obstacles principaux que les étudiants et les doctorants rencontrent en Tunisie lorsqu'ils envisagent l'entrepreneuriat et comment peuvent-ils les surmonter, au fait? Alors, je pense que parler d'obstacles dans une étape de création d'entreprise ou d'initiative en vue de créer d'entreprise, je pense qu'on peut ne pas dire qu'il y a d'obstacles. Parce que, difficultés, oui, dans le sens où il y a assez d'encadrement, assez de mécanismes, assez de programmes, que ce soit public ou privé ou de l'écosystème national qui se présente. Je pense que les opportunités pour abaisser ou résoudre les problèmes confrontés dans cette étape préliminaire, je dirais, nécessaire, où l'entrepreneur, étudiant entrepreneur ou le petit entrepreneur a besoin d'un appui, d'un écosystème, d'un cadre propice pour pouvoir en fait passer de l'académique, de la recherche vers l'écosystème entrepreneurial. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut ne pas dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. On a remarqué par contre, quand il y a une maturité dans les entreprises, essentiellement celles qui sont issues des structures publiques de la recherche, quand elles deviennent assez matures et nécessitent beaucoup plus d'appui, beaucoup plus de fonds, de réseautage, de travail externe par rapport à l'académique, par rapport au cadre académique limité, je dirais, université, centre de recherche, structure, incubateur, là où il y a peut-être un effort à développer beaucoup plus pour les deux en fait partenaires, c'est-à-dire structure et appui, et aussi par rapport aux porteurs de projet. C'est une étape critique, c'est vrai, par rapport à tout ce système d'entrepreneuriat, là où ils devraient en fait passer à une indépendance et chercher les pistes eux-mêmes, là où je pense qu'on est un petit peu en difficulté par rapport à cette étape critique et nécessite beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts en matière législative aussi, cadre, parce que comme vous le savez, dans une structure publique de formation ou de recherche, l'entrepreneuriat sort en fait de ses responsabilités directes de nature. Et d'où l'écosystème tout entier est appelé à travailler ensemble pour que chacun prend une responsabilité de présence, d'être présent en appui à ses porteurs de projets et pour le traîner en fait et le mener à se développer dans une étape autre
que la responsabilité académique et recherche scientifique. Aussi, en matière de fonds, aussi, il y a un appui qu'on est en train aussi de le mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs pour en fait les aider à aller vers ces fonds qui normalement devraient être aussi cherchés par eux-mêmes et non pas obligatoirement donnés directement par les structures publiques de la recherche. En matière d'encadrement, en matière d'espace, en matière d'infrastructure, et même si on n'a pas le cadre spécifique pour l'entrepreneuriat, mais on a pu aussi mettre des structures d'incubation, d'accélération dans les structures publiques, là où une reconnaissance de ces entrepreneurs, même s'ils sortent de l'académique, des structures publiques, ils restent toujours appuyés par l'écosystème public pour les aider à être indépendants dans leur futur, dans le développement de leur entreprise. Voilà, en gros, les difficultés, peut-être si on considère difficultés, mais on essaie toujours de les résoudre. Parfois, c'est spécifique par structure, par personne, par porteur de projet, et parfois par écosystème tout entier pour pouvoir en fait être en appui à ces porteurs d'idées innovantes, à cette valeur ajoutée portée par leur projet et ce développement qui a été en fait mis en place depuis l'académique vers le marché qui nécessite en fait, qui sont encore en fait, je dis toujours que ces porteurs de projets sont encore nos étudiants, sont encore nos produits et nous sommes appelés aussi à être en appui à eux pour les aider à être entrepreneurs indépendants dans leur futur et on restera toujours en appui à eux. Voilà, en gros, Merci. la situation globale. Merci, Madame Elim. En fait, c'est une situation, pas qu'en Tunisie, les difficultés, c'est un peu partout dans le monde. Quand on est chercheur, doctorant et qu'on fait cette transition, on sort de notre zone de confort, on sort de plein de choses qu'on a l'habitude d'avoir toutes prêtes ou bien entourées dans un cocooning. Donc là, c'est vraiment que c'est pas que la Tunisie, c'est quelque chose de partagé avec plein d'autres pays, n'est-ce pas, Monsieur Ketteni? Et là, dans ce cadre-là, si on se penche vers le côté marocain, est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez aux hésitants là, de transformer leur projet académique en projet entrepreneurial? Oui, tout à fait. On se rejoint. Moi, ça me fait plaisir ce tour de table et cette initiative. Alors, l'entrepreneuriat est abordé pas de la même manière lorsqu'on s'adresse à des jeunes qui sont en licence, parce que là, on est dans la sensibilisation, on est dans l'approche où on met en situation les jeunes pour penser idées innovantes. Lorsqu'on a des doctorants, et je profite parce qu'on est en doctoral, quel que soit le sujet d'abord, il faut qu'on apprenne à laisser une grande place à des sujets qui sont appliqués. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire que du fondamental. J'ai fait une thèse dans le fondamental et je dis aujourd'hui, si demain, puisque tout le monde ne pourra pas finir enseignant-chercheur, parce que c'est ça le métier noble que peut avoir un docteur d'université, ben si pour être dans une zone de séduction, d'opérationnalité, ben il faut d'abord avoir un sujet appliqué. Ce sujet appliqué ne se discute pas après la thèse. Il se discute lors de l'ébauche de sujet de thèse avec l'encadrant, avec le professeur, pour dire, en collaboration avec une industrie, avec des partenaires européens ou des partenaires de la coopération internationale, c'est pour dire à quel besoin cette recherche et développement va répondre au niveau du monde socio-économique. Et là, franchement, l'étudiant a un mindset qui est complètement différent. Lorsque il est déjà dans cette démarche-là, la notion d'entrepreneuriat peut se convertir en intrapreneuriat parce qu'il va développer une compétence qui répond à l'industrie
Et au lieu de perdre cette compétence où il va créer sa start-up à l'extérieur, ben, il va être en mode intrapreneuriat et c'est un apprentissage qui se fait d'entrée de jeu. Là, maintenant, on peut être d'accord parce que pour lui permettre de faire tout ça, ben, il faut penser à sa zone de confort quotidienne, c'est-à-dire est-ce qu'il a une bonne bourse, est-ce qu'il est dans des conditions où il peut aller voyager dans le monde pour participer à des congrès, pour voir ce qui se passe ailleurs. Ben, l'accompagnement, souvent, passe par un support financier. L'expérience marocaine, il y a deux niveaux. Au niveau industriel, on a fait l'équivalent des bourses CIFRE. Peut-être que vous connaissez, c'est des bourses avec des industries. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ça permet d'intégrer comme un salarié le jeune étudiant doctorant dans un sujet bien défini, profilé autour de la R&D. Donc là, le chemin est bien décrit et il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les étudiants doctorants qui sont avec nous aujourd'hui, ben certains se voient finir comme un grand professeur que je suis fier de l'être, et de dire que c'est un métier qui se prépare à l'avance. Aujourd'hui, notre université, le ministère de l'enseignement supérieur au Maroc a mis en place des bourses moniteurs. C'est des bourses équivalentes à 700-800 euros par mois. Ben, il n'a pas une bourse gratuitement, c'est une bourse où il est accompagné pour assurer des travaux dirigés, assurer des travaux pratiques. Et avant de finir sa thèse, il pourra même assurer des cours magistraux. Donc, c'est un accompagnement, c'est l'équivalent, quand j'étais étudiant à l'époque en France, des bourses ATER. Si vous avez connu ça, donc ça nous permettait d'être en immersion totale au niveau de l'université. Maintenant, le dernier conseil, parce que la question c'est autour des conseils, ben, il faut prendre le risque de pousser son projet le plus loin possible. Et notre culture qui nous a habitués à avoir peur justement du risque, cette culture qui nous a dit toujours de dire le mieux c'est d'avoir un diplôme et voir un poste avec l'État, c'est vrai, c'est une sécurité, mais malheureusement l'État ne peut pas couvrir toutes les offres d'emploi, aussi bien au niveau des doctorants qui sont très pointus. Donc si le doctorant ne se ferait pas un chemin parallèle où il va avoir un plan B, un plan C. S'il n'est pas professeur, ben, il a déjà pensé à une idée innovante qui a donné la start-up, ou bien il a déjà engagé une discussion avec des partenaires où il se voit en postdoc. Donc, c'est ça, cette notoriété qu'on demande aux jeunes, d'être autonome et d'être dans l'action et ne pas attendre que son encadrant vienne sur un plat lui offrir des choses. Et ça dépend du profil des étudiants. Il y en a qui sont très agiles et qui franchissent le pas. Les autres, il faut les accompagner. Et moi, je reste persuadé que le potentiel est là, au niveau du Maghreb, au niveau d'Afrique du Nord. Il y a un gros potentiel qu'il faut saisir et qu'il faut peut-être leur donner la possibilité de devenir des docteurs qui répondent à un besoin socio-économique certain et non pas un fonctionnaire tout court, parce que qui dit doctorat dit de la propriété intellectuelle, et j'espère qu'on va aborder ce thème avant la fin, de dire les laisser parler, oui, mais il faut protéger leur idée avant de les laisser parler, surtout si c'est brevetable. Je ne sais pas qui c'est en Tunisie qui a parlé de venin. J'ai eu une thèse, c'est je pense Monsieur Pascal qui a parlé du venin, et là on a eu un brevet qui a eu beaucoup de succès au niveau buzz, et maintenant brevet c'est une chose et transférabilité au niveau industriel c'est une autre chose, parce que un brevet qui est protégé mais qui intéresse personne, on n'en veut pas à la limite, hein. C'est des brevets qui sont bien réfléchis, qui vont avoir un positionnement d'attractivité qui est assez élevé pour qu'il peut être monnayé, qui peut être vendable ou applicable au niveau de l'industrie. L'histoire du venin de scorpion, on a breveté un robot pour pouvoir extraire le venin de scorpion de façon propre. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que le besoin est beaucoup plus en avance par rapport à ce qu'on a prédit. Maintenant, ils veulent acheter notre robot, et notre robot brevet, ce n'est pas le robot que veut l'industriel, donc il faut l'adapter, et il faut être en mesure de vendre le venin pour des applications thérapeutiques que vous connaissez. Donc, ça donne un petit peu une ébauche pour dire que le docteur aujourd'hui, c'est l'élite de nos universités, et il faut se mettre à la place qu'il mérite.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Anas. Merci. Donc, je retiens qu'il ne faut pas qu'ils soient passifs, qu'ils prennent le risque et aussi qu'ils répondent à un besoin du marché. Et là, je me tourne du coup vers Monsieur Mohamed Yahya. Et comment les doctorants et les étudiants mauritaniens peuvent-ils s'impliquer dans le développement et le soutien, donc le développement de solutions innovantes pour répondre aux besoins. Donc là, on a parlé de besoins, donc le besoin du marché locaux et régionaux grâce à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Donc, je pense que première chose peut-être de s'aligner aux priorités nationales. Ça facilite beaucoup de choses en termes de financement, en termes de... Donc, je pense... et dans ce cadre, je pense qu'il y a un besoin énorme dans, par exemple, les secteurs agroalimentaires. Donc, on est un pays très vaste, peu peuplé, on est moins de 5 millions, mais sur 1 million kilomètres carrés. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, certaines, par exemple, sociétés qui travaillent sur les produits laitiers n'arrivent pas à distribuer leurs produits à l'intérieur. C'est coûteux, c'est le problème de conservation, etc. Donc, si on peut développer des solutions dans ce sens, je pense que ce sera une bonne chose et utile pour le pays. Donc, je pense que le secteur agroalimentaire représente une priorité nationale. Tout ce qui est valorisation de produits, de la pêche, donc nous avons un potentiel aussi qui n'est pas valorisable, n'a pas valorisé, pardon. Et je pense que ça pourrait être un axe important. Je termine par l'innovation numérique ou les solutions qui reposent sur l'intelligence artificielle. L'année passée, j'étais dans un congrès organisé par l'Agence nationale de la recherche et de l'innovation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, l'irrigation. Et il y a eu des sujets de thèse très intéressants. Donc, je pense que l'innovation numérique donne beaucoup d'opportunités. Et je cite par exemple des expériences récemment, par exemple les e-wallets, c'est-à-dire en fait des comptes, voilà, donc c'est si vous voulez des porte-monnaies virtuels, ouais. Voilà, donc ça depuis je pense quelques 2 ans, je pense, mais il y a eu un impact extraordinaire sur les taux de, par exemple, avant, je ne sais pas, c'était 20% ou 15% qui ont des comptes bancaires. Maintenant, c'est devenu exponentiel. Très bien. Deuxième point, c'est par exemple les applications qui gèrent, par exemple, une sorte de les services, les taxis, donc il y a eu des idées innovantes récemment, donc c'est une année. Donc, je pense que l'innovation numérique, c'est un sujet très important pour la Mauritanie et pourrait développer vraiment le secteur des services. Très bien, merci beaucoup. En fait, je pense que c'est important pour tous les pays de l'Afrique du Nord et dans le monde entier. Et on a la chance d'avoir des doctorants dans ce domaine avec nous de la Mauritanie. Donc, ça montre bien qu'ils sont là pour répondre aussi à un besoin du marché. On va essayer d'accélérer un tout petit peu pour pouvoir donner quelques réponses. Il y a eu énormément de questions et beaucoup d'interactions. Donc, comme ça, on pourra répondre à quelques questions. Donc, je compte sur vous, Monsieur Mohamed Yassine et Monsieur Pascal, pour finir rapidement. Donc, Monsieur Yassine, quels conseils donneriez-vous aux doctorants et étudiants pour transformer leurs compétences académiques en projets concrets entrepreneuriaux?
Le micro, s'il vous plaît. Merci Wafa, c'est une question intéressante. Bon, la première chose, c'est vraiment de considérer que vous êtes dans la même position qu'un entrepreneur qui ne sera pas issu donc, du monde de la recherche, vu que vous allez, disons, rencontrer les deux principaux obstacles qui sont la légitimité vis-à-vis de l'industrie, vis-à-vis du marché, vis-à-vis donc des financeurs, mais aussi l'incertain, parce qu'effectivement, comme l'a dit notre ami du Maroc, c'est que aussi, en termes de carrière, ça ne vous garantit pas de devenir demain un professeur ou quelqu'un qui sera dans l'académique. Donc, vous partez du même point de départ. Donc, du coup, la meilleure manière de faire face, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'il y a un écosystème qui est en construction. Il faut aller chercher l'information et d'être au courant de ce qui se passe ailleurs en termes de soutien de l'écosystème. Donc ça, c'est très important d'aller faire ce travail-là de recherche en termes de mécanismes existants. Deuxième point, c'est vraiment raccourcir la distance qu'il y aura avec le client ou vos consommateurs ou vos utilisateurs. Plus vous allez leur parler, plus vous allez avoir du feedback qui va vous permettre de réajuster et en fait, d'avoir une rapidité d'aller vers le marché et du coup, d'aller vite. Le troisième point, c'est vraiment en termes d'organisation. C'est que c'est vrai qu'on néglige souvent cet aspect, mais n'oublions pas que nos doctorants ont aussi des tâches qu'ils doivent faire au quotidien. Donc là aussi, ils subissent un peu, c'est un peu un mot un peu fort, mais ils subissent un peu l'organisation de l'université, donc en termes de tâches à faire au quotidien. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'attention. Donc là, il ne faut pas le négliger, vraiment avoir une organisation très agile. Hein. Donc, c'est vraiment au moins s'accorder du temps chaque semaine pour refaire une immersion dans votre projet. Et le dernier point, je dirais, c'est un peu la motivation. Hein. Donc, on parle de concept d'entrepreneuriat. Et c'est ça le paradoxe que j'ai vu depuis pas mal d'années. C'est qu'on a cette posture de doctorant. On va faire de la recherche pour comprendre l'aspect technique de notre invention, mais on ne va pas avoir ce réflexe-là de comprendre les mécanismes d'entrepreneuriat, d'intention, de self-efficacy, donc tous ces concepts-là qui permettent en fait de maintenir votre motivation, parce que c'est votre fuel. Hein. Donc, si la motivation part, vous allez revenir à votre zone de confort qui est la recherche. Je vais attendre le poste de prof ou de vacataire, etc. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre, au moins d'avoir d'accorder du temps pour comprendre cette science de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils. Oui, c'était très bien. Donc, j'espère que les doctorants qui sont là, qui nous écoutent, et ceux qui nous écoutent dans le live aussi, notent bien tous ces conseils. Monsieur Chardonnay, comment la coopération scientifique et technologique, s'il vous plaît, entre la France et l'Afrique du Nord, donc pourrait faciliter cette transition, les opportunités et surtout les conseils que vous donneriez à nos chers doctorants et étudiants qui nous écoutent? Une très belle question. Alors, je vais changer le conditionnel parce qu'en fait, on le fait déjà, ce qui est intéressant. Donc, je vais donner quelques exemples. J'en ai donné un précédemment. Hein. Il se trouve qu'on a un programme de coopération entre le Maghreb et la France qui c'est le PHC Maghreb, un programme Hubert-Curien Maghreb dont la thématique, hein, elle parle d'elle-même, vers un espace méditerranéen pluriculturel, durable face aux enjeux climatiques. Et dans les sous-thématiques, vous avez de l'innovation à la compétitivité des entreprises. Donc là, tous les projets qui sont sélectionnés ont cette facette de relier les doctorants au milieu industriel. Et on arrive à le faire. Donc ça, c'est un vrai succès. Il faudrait peut-être plus de projets, plus de budget pour ces projets. Ça pourrait être une discussion entre les partenaires. Je pense que ce programme fonctionne très bien. Après, on a d'autres projets qui sont des projets plus thématiques et il se trouve que ayant passé 4 ans en Algérie, j'ai lancé également un projet en Algérie qui était un FSPI, l'ISEN, pour l'intelligence sociale et le numérique, avec des écoles françaises, des écoles d'ingénieurs françaises et 4 grandes écoles algériennes. Et là, en ce moment, on travaille avec 5 grandes écoles tunisiennes d'ingénieurs et l'INSA de Lyon Centrale Marseille sur le développement durable et la responsabilité sociale. Donc, créer des modules de développement durable pour les jeunes étudiants ingénieurs, donc là, ce n'est pas des doctorants, mais c'est quand même un jeune public. Donc moi, je pense qu'il faut, pour nos doctorants, puisque je reviens à ceux qui nous écoutent, il faut vraiment qu'ils renforcent leur capacité personnelle, leur capital humain, et profiter des réseaux pour renforcer leurs liens. C'est vrai que
tout ce qu'on cite, c'est petit par rapport aux gros investissements dans les clusters européens ou asiatiques, mais c'est une réalité. On le fait avec les moyens qu'on a, mais on arrive à le faire de façon pas mal quand même, en fait. Donc, je terminerai par une note positive et un encouragement pour les doctorants à vraiment renforcer leurs capacités propres et leur réseau. Très bien, merci beaucoup. Là, j'ai une toute dernière question et là, elle s'adresse à vous tous et à vous aussi, Madame Jihen, donc à tout le monde. Et c'est par rapport à la collaboration entre nos différents pays pour faire pousser encore plus cette transition académique entrepreneuriale et l'émergence donc de l'entrepreneuriat dans la région. Si vous avez des astuces ou des conseils pour améliorer la collaboration, pour aider encore plus les doctorants, rapidement s'il vous plaît, parce que la liste des questions est très longue. Oui, merci beaucoup, Wafa, merci, chers panélistes, et merci aux doctorants. Comme vous venez de le voir, il y a plein de leviers, il y a plein d'opportunités pour vous qui s'offrent dans vos pays respectifs, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de programmes de collaboration. L'AUF met en place aussi beaucoup d'actions qui impulsent la création d'entreprises, soit au niveau des doctorants, soit aux autres étudiants. Le projet Salem, dont il a été cité par l'un des collègues pour l'impulsion et la mise en place du statut étudiant-entrepreneur, c'est aussi une action importante qui a été portée par l'AUF dans plusieurs pays, dont la Tunisie et le Maroc ici présents. On est aussi en train de mettre en place un réseau de centres d'employabilité francophones partout dans le monde qui permet de donner des moyens et des mécanismes aux doctorants, mais pas que, aussi aux autres étudiants pour pouvoir en bénéficier afin de monter en compétences techniques, mais pas que. Il y a aussi les soft skills. On assure beaucoup d'actions de formation envers les formateurs, mais aussi les formateurs pour qu'ils puissent faire des formations en cascade, mais aussi des formations auprès des doctorants comme C-Doctorial ou d'autres programmes que nous mettons en place. Il y a plein d'opportunités. Il y a les collègues, tout à l'heure, ils parlaient des programmes FP7 ou de programmes, des projets Erasmus. Il y a plein de programmes, il y a plein d'opportunités. Le plus important pour nous, et comme le marché du travail est en train de se transformer, il faudra préparer ces doctorants. C'est peut-être aux établissements, aux écoles doctorales, mais aux doctorants lui-même de se prendre en charge, d'être curieux, de participer à des bootcamps, à des concours, d'avoir cet esprit critique, de se doter de compétences qui lui permettent d'accès au marché, soit de l'emploi en termes d'enseignants universitaires, mais aussi en tant qu'entrepreneur, créateur de valeur, créateur de spin-off. Il est important aussi de travailler en réseau, ça a été dit par la majorité des panélistes qui sont là. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour les doctorants qui participent à ces doctorales de se mettre en réseau entre eux, de partager, de discuter entre les pairs, mais aussi de discuter avec des experts et avec les panélistes aujourd'hui présents. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'actions à entreprendre. L'essentiel, c'est que les doctorants soient conscients, ils découvrent d'autres facettes de leurs travaux de recherche. Et voilà, donc le mot pour nous à l'AUF, c'est miser sur la jeunesse, miser aussi sur l'employabilité et la création de valeur par ces jeunes doctorants et étudiants. Et voilà, donc je m'arrête là pour le moment. Merci. Je vais passer aux questions parce que du coup, il y a des questions qui s'adressent à des panélistes en particulier ou à tous les panélistes. On va essayer d'en prendre 3 maximum parce qu'on ne va pas décaler la formation qui vient juste après. Donc là, il y a beaucoup de remerciements. Tout le monde vous remercie, ils sont honorés, ils sont ravis de vous écouter. Et là, chacun est content de voir quelqu'un représentant son pays. Donc, et là, je vois des questions particulières. Par exemple, là, une question pour Monsieur Anas et Monsieur Mohamed Yassine. Et là, la question de Abdallah, elle dit en tant qu'expert en insertion entrepreneuriale, quelles sont les compétences entrepreneuriales clés que vous estimez nécessaires pour les doctorants pour se lancer? Et donc, qu'est-ce qu'on devrait intégrer dans les parcours académiques en quelques mots? Je pense que ça a été déjà cité ces points-là, mais en 2 mots, 2 compétences importantes. Mohamed Yassine?
Oui, écoutez, c'est une question très intéressante vu que c'était le sujet de ma thèse de doctorat. Donc, je dirais tout simplement, c'est la communication, adapter sa communication, parce que c'est vrai quand on communique scientifiquement, c'est pas la même chose quand on communique avec un marché. La collaboration, la notion de réseau, la résolution de problèmes, ce qu'on appelle aussi action-oriented skills, c'est vraiment aller vers délivrer des choses. Et enfin, ce qu'on appelle la rétrospective ou reflection. Donc, et ça, je pense que du coup, ça m'a ouvert une fenêtre. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de se voir avec Pascal au niveau de la FIE en Algérie. Je ne sais pas si c'est sur ce projet-là que vous avez collaboré, mais donc c'est ça en fait les 6 principales compétences de base que doit avoir, à mon avis, un entrepreneur. Merci beaucoup. Je passe à la question de Madame qui dit merci pour votre intervention. Je vous demande si vous pouvez me clarifier comment favoriser les collaborations plus fluides entre les chercheurs académiques et les entrepreneurs expérimentés pour accélérer la transformation d'idées. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas, Monsieur Anas. Je profite pour partager juste une petite expérience qui a grandi aujourd'hui. C'est avant d'aller chercher des partenaires de l'autre côté de l'Atlantique et Méditerranée, essayer de fédérer les gens autour de soi. Et là, il faut savoir capitaliser un projet. C'est pas un projet qui s'arrête dans le temps. Comme le projet Salem, on en a fait une marque. Aujourd'hui, il continue. On n'a plus de financement de l'Union européenne, mais parce que on a réussi à capitaliser. On a fédéré autour Carrière Center, c'est un projet de l'USAID, donc projet américain. On a un Fab Lab qui tourne toujours. Et, alors, la question qui fâche toujours et qui fait de la résistance auprès des jeunes, c'est les financements. Les financements, contrairement à ce qu'on peut croire, je pense que c'est vrai pour tous nos pays, ce n'est pas les financements qui manquent, c'est les projets bien ficelés, qui sont bien adaptés aux bailleurs de fonds. Et notre rôle, facilitateur, c'est de mettre en relation les doctorants, porteurs de projets, avec des accompagnateurs pour mieux ficeler le business plan, business model et tous les échéanciers pour que le projet soit solvable auprès des créanciers. Parce qu'un bailleur de fonds ne va pas donner d'argent comme ça, parce que après, il a des comptes à rendre. Alors ça, c'est de un. De deux, je rejoins Madame Jeanne pour dire l'AUF, parmi d'autres partenaires, offre beaucoup d'opportunités aux jeunes et que souvent on nous soulève la question que les jeunes ne sont pas assez curieux. S'il y a une question, c'est la curiosité. Ne vont pas chercher l'information, ne vont pas participer à des formations qui sont gratuites, bon sang, qui sont de qualité avec des experts, et on ne voit pas assez d'engouement de jeunes qui vont venir profiter. Donc on a l'AUF, on a Erasmus, on a pas mal de structures qui offrent beaucoup de... Et aujourd'hui, les jeunes qui sont parmi nous, c'est des jeunes qui sont déjà curieux, qui ont su participer, et aujourd'hui, ils sont parmi nous. Dernier conseil de dire, si vous permettez, c'est de dire, nous, quand il arrive pour financer un expert, souvent, c'est un peu problématique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'avec Injaz Maghreb, que vous connaissez certainement en Tunisie, et peut-être en Algérie, ça existe, et en Mauritanie, c'est de faire valoir la RSE. Les grands cadres ont droit à une journée off où ils viennent partager leur expérience auprès des jeunes. Là, ça ne parle pas facturation. Lui, il est content parce qu'ils seront utiles auprès des jeunes. Et franchement, ils sont très demandeurs. Et nous, on est content d'avoir un gros calibre qui vient passer une journée avec nos jeunes. Donc déjà, voilà une des clés de réussite pour pouvoir mettre en contact nos jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Anas. Madame Rim, je ne sais pas si vous nous entendez encore. Il y a une question. Donc, il y a une question de Emna et de Hiba. Donc, qui demande si vous pouvez leur indiquer comment contacter les centres ou pôles qui assurent les suivis des projets d'entrepreneuriat, notamment les 6 qui existent sur le territoire tunisien. Bien évidemment, il y a une plateforme dans ce sens qui a été mise en place pour chaque pôle entrepreneur régional ou dans une zone bien déterminée qui ont été mises en place. Et puis, il y a un réseau complet de tous ces pôles entrepreneurs à travers lequel tout candidat ou tout intéressé d'être partie prenante et participer ou candidater dans les appels ou être curieux aussi de voir les expériences déjà élaborées et
intégrer dans cette plateforme. Ils peuvent consulter cette plateforme et aussi aller directement même aussi au niveau des institutions et des structures de recherche qui font partie de ce réseau Pôle Entrepreneur, qui peuvent les aider aussi au niveau du ministère. Nous disposons aussi nous sommes ouverts à toute collaboration pour drainer ou pour en fait donner la piste comment pouvoir intégrer ce réseau entrepreneur en Tunisie. Merci beaucoup. Il y a une dernière question que je vais prendre et qui parle des risques liés à la transformation d'une idée de recherche d'entreprise commerciale. Et oui, le risque existe, bien sûr. Les doctorants ont peur du risque, mais il faut prendre le risque, n'est-ce pas, chers panélistes? Et là, Aymen, il demande quels sont les facteurs à considérer pour minimiser le risque financier organisationnel lors de cette transition. Je ne sais pas si l'un de vous veut répondre rapidement en 2 mots avant de clôturer la table. Si vous permettez. Oui, allez-y, Madame Lim. Alors, en fait, le premier responsable pour réduire le risque, c'est le porteur de projet en lui-même. Être convaincu de son projet, être convaincu et ambitieux pour continuer son projet, c'est le premier pas de réduction de risque. Ça, au niveau intrinsèque, personnel, par rapport au porteur de projet. Il faut maintenir votre objectif, continuer même s'il y a des obstacles. Et puis la deuxième étape, c'est, pas une deuxième étape, mais en parallèle, en fait, profiter de l'existence de beaucoup de programmes, de structures, d'institutions, que ce soit à l'échelle institutionnelle, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale aussi. Il y a beaucoup de programmes des facilitateurs en fait, et qui pourraient en fait, dans lesquels le porteur de projet pourrait intégrer pour pouvoir en fait bénéficier de cet appui disponible pour réduire en quelque sorte quelques risques. Alors le grand risque en fait, c'est généralement se positionne dans la dernière étape de l'entrepreneuriat, là où il y a la recherche des fonds, et je pense que tous les présents sont conscients qu'on est en train d'appuyer et d'être en présence continue avec les porteurs de projets pour les orienter. Comment être en position d'atteindre l'objectif et de réussir le projet et de bien communiquer et présenter le projet pour pouvoir en fait bénéficier de tous ces programmes disponibles. Je pense que le porteur de projet, l'entrepreneur, le petit entrepreneur, c'est lui le premier responsable, capable de réduire les risques en matière soft, je dirais. En hard, il y a beaucoup de programmes qui peuvent en fait être en appui à ces porteurs de projets. Merci beaucoup. Moi, je rajouterais, il faut être bien entouré, il faut prendre le risque, il existe, il faut en être conscient, il faut accepter l'échec quand ça arrive parce que c'est formateur. Les structures d'accompagnement sont là, les experts sont là, ceux qui ont réussi et partagent donc leur avis. Merci, chers panélistes, pour tous vos conseils, pour toutes ces informations. Chers doctorants, vous allez enchaîner avec une formation sur les différents écosystèmes entrepreneuriaux de l'Afrique du Nord, assurée par M. Alay Abtaïb, qui est l'ancien directeur général de Smart Capital en Tunisie. Donc, merci de rester connectés. Merci, chers panélistes, pour votre disponibilité et tous ces conseils. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. À très vite, Inch'Allah. Merci, au revoir.